Et salut les amis. Donc aujourd'hui nous nous retrouvons dans la vidéo du chapitre 4 de la saga spéciale Noël. Avant de commencer, je voulais vous dire que je suis vraiment très contente déjà, d'une part parce que j'avais vraiment peur que ce genre de vidéo ne vous plaise pas, étant donné que ce n'est pas vraiment des creepypasta. Mais je suis agréablement surprise de voir que mes vidéos spéciales Noël ont quand même eu pas mal de succès. Donc voilà, je suis vraiment super heureuse. Je suis un petit peu triste que ce soit la fin là, de ma saga spéciale Noël, mais bon, j'en tire quand même beaucoup de bonnes choses. J'espère aussi que vous avez passé de très très bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous souhaite aussi une très bonne année 2014. J'espère vraiment que vous allez être heureux, que cette année va vous apporter plein de bonnes choses. Et j'espère aussi que vous vous êtes super bien amusés pendant les fêtes de fin d'année. Moi, je me suis super bien amusée. Je me suis tellement bien amusée que maintenant, je suis malade comme un chien. J'ai une sinusite. Donc, essayez de ne pas trop en tenir compte pour la vidéo parce que c'est peut-être possible. Enfin, je sais pas si ça s'entend sur la vidéo, mais si jamais je parle un peu du nez, bah voilà. Excusez-moi, je suis un peu malade. Donc voilà. Aussi par rapport à la vidéo, donc cette partie-ci, c'est le chapitre 4. Et juste après, il y aura le chapitre 5. Mais je vais poster les deux vidéos le même jour. Parce que la partie 5 est relativement courte. Donc je me dis comme ça, vous pourrez, si ça vous chante, pouvoir terminer d'écouter la saga directement, quoi. Je trouve ça un peu mieux plutôt que de vous faire languir encore une semaine juste pour 10 minutes de vidéo. Je voulais aussi vous parler de ma prochaine vidéo qui sera sur une creepypasta parce que je pense aussi que pour les fans vraiment de creepypasta, ma saga spéciale Noël ne devait pas être très, ne devait pas être très attrayante. Donc ma prochaine vidéo ce sera une creepypasta pour faire plaisir à Creepy Vatsak à qui j'avais promis de faire Logging, ah, Logging Jack. Donc ma prochaine vidéo ce sera ça. J'ai beaucoup de mal à prononcer ce titre, je ne sais pas pourquoi. J'ai vraiment beaucoup de mal. Logging Jack. Bref, je le dirai pas souvent, je pense. Donc voilà, j'espère que tout le monde sera content et que tout le monde appréciera. Donc Creepy Vatsak, petit clin d'œil pour toi. J'espère que tu seras super contente. Et mes prochaines vidéos, donc après Logging Jack, ce sera des vidéos creepypasta. Enfin, je sais pas vraiment si je les mettrai dans creepypasta ou dans légendes urbaines. Parce que je ne sais pas si c'est vraiment des creepypasta. Enfin, je ne sais pas, je verrai bien. C'est Jonaldu69 qui m'a gentiment envoyé en message privé des histoires qu'il a trouvées sur le net. Donc je vais lui faire, en espérant que ça fera plaisir à tout le monde aussi. Donc voilà, donc vraiment, si vous aussi vous avez des histoires que vous avez envie que je vous lise, ou même des histoires que vous avez fait vous-même, il n'y a aucun problème, je citerai vos noms, vos pseudos, je vous l'avais déjà dit avant, mais bon, on ne sait jamais, hein, s'il y a des nouveaux venus qui n'ont pas vu mes vidéos précédentes et qui regardent celle-ci, bah voilà, je voulais quand même vous le redire. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas, je réponds à tous mes messages, tous mes messages. Bon, peut-être pas tout de suite directement, mais en tout cas dans les 24 heures, c'est certain. Donc voilà, bon, j'arrête de parler maintenant parce que je suis un vrai moule à parole. Et on se retrouve tout de suite pour le chapitre 4 et juste après, sur une vidéo à part, le chapitre 5 pour clôturer cette saga spéciale Noël. Voilà, have fun les amis. Chapitre 4. Le dernier des trois fantômes, le fantôme des Noëls futurs. Le fantôme approchait d'un pas lent, grave et silencieux. Quand il fut arrivé près de Scrooge, celui-ci fléchit le genou, car cet esprit semblait répandre autour de lui une terreur sombre et mystérieuse.
Quand Scrooge vint se placer à ses côtés, il reconnut que le spectre était d'une taille élevée et majestueuse, et que sa mystérieuse présence le remplissait d'une crainte solennelle. Mais il n'en sut pas davantage, car l'esprit ne prononçait pas une parole et ne faisait aucun mouvement. Suis-je en présence du spectre des Noëls à venir? Dit Scrooge. L'esprit ne répondit rien. Vous allez me montrer les ombres des choses qui ne sont pas encore arrivées et qui arriveront dans la suite des temps? Poursuivit Scrooge. N'est-ce pas, esprit? La partie supérieure de la robe du fantôme se contracta un instant, comme si le spectre avait incliné la tête. Ce fut la seule réponse qu'il en obtint. Quoiqu'habitué déjà au commerce des esprits, Scrooge éprouvait une telle frayeur en présence de ce spectre silencieux que ses jambes tremblaient sous lui et qu'il se sentit à peine la force de se tenir debout. Quand il se prépara à le suivre, l'esprit s'arrêta un moment, comme s'il eût remarqué son trouble, et qu'il eût voulu lui donner le temps de se remettre. Mais Scrooge n'en fut que plus agité. Un frisson de terreur vague parcourait tous ses membres. Quand il venait à songer que ce dernier sombre linceul des yeux du fantôme était attentivement fixé sur lui, et que malgré tous ses efforts, il ne pouvait voir qu'une main de spectre et une grosse masse noirâtre. « Esprit de l'avenir, s'écria-t-il, je vous redoute plus qu'aucun des spectres que j'ai vus encore jusqu'à maintenant. Mais parce que je sais que vous vous proposez mon bien, et parce que j'espère vivement de manière à être un tout autre homme, je suis prêt à vous accompagner avec un cœur reconnaissant. Ne me parlerez-vous pas? » Point de réponse. « Guidez-moi, dit Scrooge, guidez-moi. La nuit avance rapidement. C'est un temps précieux pour moi, je le sais. » Le fantôme s'éloigna de la même manière qu'il est venu, et Scrooge le suivit. On ne pourrait pas dire précisément qu'ils entrèrent dans la ville. Ce fut plutôt la ville qui sembla surgir autour d'eux et les entourer de son propre mouvement. Toutefois, ils étaient au cœur même de la cité, à la bourse, parmi les négociants, faisant sonner l'argent dans leurs poches, se groupant pour causer affaires, regardant à leurs montres et jouant d'un air pensif avec leurs grandes breloques, etc., etc., comme Scrooge les avait vus si souvent. L'esprit s'arrêta près d'un petit groupe de capitalistes. Scrooge remarquant la direction de la main tendue de leur côté, il s'approcha pour entendre leur conversation. « Non, disait un des grands hommes avec un menton monstrueux. Je n'en sais pas davantage, je sais seulement qu'il est mort. »« Quand est-il mort ? Demanda un autre. »« La nuit dernière, je crois. »« Comment et de quoi est-il mort ? » ?»« Je croyais qu'il ne mourrait jamais. »« Il n'y a que Dieu qui le sache, reprit le premier. »« Qu'a-t-il fait de son argent ? Demanda un troisième. »« Je n'en sais trop rien, dit l'homme au double menton. Peut-être l'a-t-il laissé à sa société. En tout cas, ce n'est pas à moi qu'il l'a laissé. Voilà tout ce que je sais. » Cette plaisanterie fut accueillie par un rire général. « Il est probable, dit le même interlocuteur, que les chaises ne lui coûteront pas cher à l'église, non plus que les voitures, car, sur mon âme, je ne connais personne qui soit disposé à aller à son enterrement. Si nous faisions la partie d'y aller, sans invitation. »« Cela m'est égal s'il y a une colocation, fit observer le monsieur à la loupe, mais je veux être nourri à la peine. »« Eh bien, après tout, dit celui qui avait parlé le premier, je vois que je suis encore le plus désintéressé de vous tous, car je n'y allais pas pour qu'on me donne quelque chose à manger, je n'en porte pas, non, ni pour sa collation, ni pour les objets, pour rien du tout. Et pourtant je m'offre à y aller, si quelqu'un veut venir avec moi. C'est que voyez-vous, en y réfléchissant, je ne suis pas sûr le moins du monde de n'avoir pas été son plus intime ami, car nous avons l'habitude de nous arrêter pour échanger quelques mots toutes les fois que nous nous rencontrions.
Adieu, messieurs, au revoir. Le groupe se dispersa et alla se mêler à d'autres. Scrooge reconnaissait toutes ces personnes. Il regardait l'esprit comme pour lui demander l'explication de ce qu'il venait d'entendre. Le fantôme se glissa dans une rue et montra du doigt deux individus qui s'abordaient. Scrooge écouta encore, croyant trouver là le mot de l'énigme. Il les reconnaissait également très bien. C'étaient deux négociants riches et considérés. « Comment vous portez-vous » dit l'un. « Et vous » répondit l'autre. « Bien, » dit le premier. « Le vieux a donc en façon compte, hein ?»« On me l'a dit, oui. Il fait froid, n'est-ce pas ?»« Piou, un temps de la saison, temps de Noël. Vous ne patinez pas, je suppose ?»« Oh non, non, j'ai bien autre chose à faire. Bien le bonjour. » Pas un mot de plus. Telles furent leurs rencontres, leurs conversations et leur séparation. Scrooge eut d'abord la pensée de s'étonner que l'esprit attachât une telle importance à des conversations, en apparence si triviales. Mais intimement convaincu qu'elles devaient avoir un sens caché, il se mit à considérer, à part lui, qui pouvait être cette personne. Il était difficile qu'elle se rapporte à la mort de Jacob, son vieil associé. Du moins, la chose ne paraissait pas vraisemblable, car cette mort appartenait au passé, et le spectre avait comme pour département l'avenir. Il ne voyait non plus personne de ses connaissances à qui il pût les appliquer. Toutefois, ne doutant pas qu'elle ne renfermasse une leçon secrète à son adresse, et pour son bien, il résolut de recueillir avec soi chacune des paroles qu'il entendrait et chacune des choses qu'il verrait, mais surtout d'observer attentivement sa propre image lorsqu'elle lui apparaîtrait, persuadé que la conduite de son futur lui-même lui donnerait la clé de cette énigme et en rendrait la solution facile. Il se chercha donc en ce lieu, mais un autre occupait sa place accoutumée, dans le coin qu'il affectionnait particulièrement, et quoique l'horloge indiquait l'heure où il venait d'ordinaire à la bourse, il ne vit personne qui lui ressemblât. Cela le surprit peu, néanmoins, car depuis ses premières visions, il avait médité dans son esprit un changement de vie. Il pensait, il espérait que son absence était une preuve qu'il avait mis ses nouvelles résolutions en pratique. Le fantôme se tenait à ses côtés, immobile, sombre, toujours le bras tendu. Quand Scrooge sortit de sa rêverie, il s'imagina, au mouvement de la main et d'après la position du spectre vis-à-vis de lui, que ses yeux, invisibles, le regardaient fixement. Cette pensée le fit frissonner de la tête aux pieds. Quittant le théâtre bruyant des affaires, ils allèrent dans un quartier obscur de la ville, où Scrooge n'avait pas encore pénétré, quoiqu'il en connût parfaitement les êtres et les mauvaises renommées. Les rues étaient sales et étroites, les boutiques et les maisons misérables. Les habitants, à demi nus, ivres, mal chaussés, hideux. Des allées et des passages sombres, comme autant d'égouts, vomissaient leurs odeurs repoussantes. Leur immondice et leurs ignobles habitants, dans ce labyrinthe de rues. Tout le quartier respirait le crime, l'ordure et la misère. Au fond de ce repère infâme, on voyait une boutique basse. Sur le plancher, à l'intérieur, étaient entassés des clés rouillées, des clous, des chaînes et toute espèce de ferraille. Assis au milieu des marchandises dont il trafiquait, un sale coquin, aux cheveux blanchis par l'âge, s'abritait contre l'air froid du dehors, au moyen d'un rideau crasseux, et il fumait sa pipe en savourant avec délice la volupté de sa paisible solitude. Scrooge et le fantôme se trouvèrent en présence de cet homme, au moment précis où une femme, chargée d'un lourd paquet, se glissa dans la boutique. À peine y eut-elle mis les pieds qu'une autre femme, chargée de la même manière, entra pareillement. Cette dernière fut suivie de près par un homme, vêtu d'un habit noir râpé, qui ne parut pas moins surpris de la vue des deux femmes qu'elle ne l'avait été elle-même en se reconnaissant l'une l'autre. Après quelques instants de stupéfaction muette,
Partagés par l'homme à la pipe, ils se mirent à éclater de rire tous les trois. Le salon était l'espace séparé de la boutique par le rideau. La femme qui avait déjà parlé jeta son paquet à terre et s'assit sur un tabouret. « Qu'y a-t-il donc, Miss Dilbert ?» dit-elle. « Chacun a bien le droit de songer à soi, je pense. Est-ce qu'il a fait autre chose toute sa vie, lui ?»« C'est vrai, par ma foi, » dit la blanchisseuse. « Eh bien alors, vous n'avez pas besoin de rester là, à vous écarquiller les yeux, comme si vous aviez peur. »« Bien sûr, » dirent en même temps Madame Dilbert et le croque-mort. « Nous l'espérons bien. »« En ce cas, » s'écria la femme, « tout est pour le mieux. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 heures. Et d'ailleurs, voyez-vous le grand mal. À qui est-ce qu'on fait du tort avec ces bagatelles? Ce n'est pas aux morts, je suppose. »« Ma foi non, » dit Madame Dilbert en riant. S'il voulait les conserver après sa mort, le vieux Grigou, poursuivit la femme, pourquoi n'a-t-il pas fait comme tout le monde? Il n'avait qu'à prendre un garde pour le veiller quand la mort est venue le frapper, au lieu de rester là à rendre le dernier soupir dans son coin, tout seul comme un chien. C'est bien la pure vérité, dit Madame Dilbert. Il n'a que ce qu'il mérite. Voilà votre compte, dit-il. Je voudrais bien qu'il n'en eût pas quitté à si bon marché, reprit la femme, et il en serait autrement si j'avais pu mettre la main sur quelque chose d'autre. Ouvrez ce paquet, vieux Joe, et voyons ce que cela vaut. Parlez franchement. Je n'ai pas peur de passer la première, je ne crains pas qu'il le voie. Ouvrez donc ce paquet. L'homme à l'habit noir râpé produisit son butin. Il n'était pas considérable. Un cachet ou deux, un porte-crayon, 2 boutons de manchette et une épingle de peu de valeur. Voilà tout. Chacun de ces objets fut examiné en particulier et pris par le vieux Joe, qui marqua sur le mur avec de la craie les sommes qu'il était disposé à en donner. « Voilà votre compte, dit-il, et je ne donnerai pas 6 pence de plus, quand on devrait me faire rôtir à petit feu. Qui vient après ?» C'était le tour de Madame Dilbert. Elle déploya des draps, des serviettes, un habit, 2 cuillères à thé en argent, forme antique, une pince à sucre et quelques bottes. Son compte lui fut fait sur le mur de la même manière. « Je donne toujours trop aux dames. C'est une de mes faiblesses, et c'est ainsi que je me ruine, » dit le vieux Joe. « Voilà votre compte. Si vous me demandez un penny de plus, et que vous marchandiez là, je pourrais bien me raviser et rabattre un écu sur la générosité de mon premier instinct. »« Et maintenant, Joe, défaites mon paquet, » dit la première femme. Joe se mit à genoux pour plus de facilité, et après avoir défait une grande quantité de nœuds, il tira du paquet une grosse et lourde pièce d'étoffe sombre. « Quel nom donnez-vous à cela, dit-il? Des rideaux de lit? »« Oui. »« Il n'est pas Dieu possible que vous les ayez enlevés, anneaux et tout, pendant qu'il était encore là sur son lit, demanda Joe. Que si, reprit la femme, et pourquoi pas? Scrooge écoutait ce dialogue avec horreur. Esprit, dit Scrooge, frissonnant de la tête aux pieds. Je comprends, je comprends. Le sort de cet infortuné pourrait être le mien. C'est là que mène une vie comme la mienne. Seigneur miséricordieux, qu'est-ce que je vois? Il recula de terreur, car la scène avait changé, et il touchait presque un lit nu, sans rideau, sur lequel, recouvert d'un drap déchiré, reposait quelque chose dont le silence même révélait la nature en un terrible langage. La chambre était très sombre, trop sombre pour qu'on puisse remarquer avec exactitude ce qui s'y trouvait. Scrooge promena ses regards curieux, inquiet de savoir ce que c'était que cette chambre. Une pâle lumière, venant du dehors, tombait directement sur le lit où gisait le cadavre de cet homme dépouillé, volé, abandonné de tout le monde, auprès duquel personne ne pleurait, personne ne veillait.
Scrooge jeta les yeux sur le fantôme, dont la main fatale lui montrait la tête du mort. Le linceul avait été jeté avec tant de négligence qu'il aurait suffi du plus petit mouvement du doigt pour mettre à nu ce visage. Scrooge y songea. Il voyait combien c'était facile. Il éprouvait le désir de le faire, mais il n'avait pas plus la force d'écarter ce voile que de renvoyer le spectre qui se tenait debout à ses côtés. Il est là, gisant, dans cette maison déserte et sombre, où il n'y a ni homme, ni femme, ni enfant qui puisse dire « Il fut bon pour moi dans telle ou telle circonstance, et je serai bon pour lui, à mon tour, en souvenir d'une parole bienveillante. » « Esprit, dit-il, ce lieu est affreux. En le quittant, je n'oublierai pas la leçon qu'il me donne. Croyez-moi. Partons. » Le spectre de son doigt immobile lui montrait toujours la tête du cadavre. « Je vous comprends, répondit Scrooge, et je le ferais si je pouvais, mais je n'en ai pas la force. Esprit, je n'en ai pas la force. » Le fantôme parut encore le regarder avec une attention plus marquée. « S'il y a quelqu'un dans la ville qui ressent une émotion pénible par suite de la mort de cet homme, dit Scrooge, en proie aux angoisses de l'agonie, montrez-moi cette personne, esprit, je vous en conjure. » Le fantôme le conduisit au travers de plusieurs rues qui lui étaient familières. À mesure qu'il marchait, Scrooge regardait de côté et d'autre, dans l'espoir de retrouver son image. Mais nulle part il ne pouvait la voir. Ils entrèrent dans la maison du pauvre Bob Cratchit, cette même maison que Scrooge avait visitée précédemment, et trouvèrent la mère et les enfants assis autour du feu. Ils étaient calmes, très calmes. Les bruyants petits Cratchit se tenaient dans un coin aussi tranquille que des statues, et demeuraient assis, les yeux fixés sur Pierre, qui avait un livre ouvert devant lui. La mère et ses filles s'occupaient à coudre. Toute la famille était bien tranquille. Et il prit un enfant, et il le mit au milieu d'eux. Où Scrooge avait-il entendu ces paroles? Il ne les avait pas rêvées. Il fallait bien que ce fût l'enfant qui les avait lus à haute voix, quand Scrooge et l'esprit franchissaient le seuil de la porte. Pourquoi interrompait-il sa lecture? La mère posa son ouvrage sur la table et se couvrit le visage de ses mains. « La couleur de cette étoffe me fait mal aux yeux, dit-elle. »« La couleur? Ah, pauvre Tiny Tim. »« Ils sont mieux maintenant, dit la femme de Cratchit. C'est sans doute de travailler à la lumière qui les fatigue, mais je ne voudrais pour rien au monde laisser voir votre père, quand il rentrera, que mes yeux sont fatigués. Il ne doit pas tarder, c'est bientôt l'heure. »« L'heure est passée, répondit Pierre, en fermant le livre. Mais je trouve qu'il va de moins en moins vite ces temps-ci. La famille retomba dans son silence et son immobilité. Enfin la mère reprit d'une voix ferme, dont le ton de gaieté ne faiblit qu'une fois. « J'ai vu un temps où il allait vite, très vite même, avec Tiny Tim sur son épaule. »« Et moi aussi, s'écria Pierre, souvent. Et tout le monde répétèrent, « Et moi aussi. » Mais Tiny Tim était très léger à porter, reprit la mère. Et puis son père l'aimait tant que ce n'était pas pour lui une peine. Oh non. Mais j'entends votre père à la porte. Elle courut au-devant de lui. Bob entra avec son cache-nez, et il en avait bien besoin. Son thé était tout prêt contre le feu. Alors, les deux petits Cratchit grimpèrent sur ses genoux. Et chacun d'eux posa sa petite joue contre la sienne, comme pour lui dire « N'y pense plus, mon père, ne vous chagrinez pas. »« Ce sera fini longtemps avant dimanche, dit-il. »« Dimanche? Vous y êtes donc allé aujourd'hui ?» demanda sa femme. « Oui, ma chère, » répondit Bob. « J'aurais voulu que vous eussiez pu y venir. Cela vous aurait fait du bien de voir comment l'emplacement est vert. Mais vous irez le voir souvent. Je lui ai promis que j'irais m'y promener à dimanche. Mon petit,
Mon petit enfant, s'écria Bob. Mon cher petit enfant. Il éclata en sanglots. Il quitta la chambre et monta dans celle de l'étage supérieur, joyeusement éclairée et parée de guirlandes comme à Noël. Il y avait une chaise placée tout contre le lit de l'enfant, et l'on voyait, à des signes certains, que quelqu'un était venu récemment l'occuper. Le pauvre Bob s'y assit à son tour, et quand il se fut un peu recueilli, un peu calmé, il déposa un baiser sur ce cher petit visage. Alors il se montra plus résigné à ce cruel événement et redescendit presque heureux, en apparence. La famille se rapprocha du feu, en parlant. Bob leur parla de la bienveillance extraordinaire que lui avait témoignée le neveu de M. Scrooge, qu'il avait vu une fois à peine, et qui, le rencontrant ce jour-là dans la rue, lui avait tout raconté. « Je suis sincèrement affligé de ce que vous m'apprenez, monsieur Cratchit, dit-il, pour vous et pour votre excellente femme. Si je puis vous être utile en quelque chose, ajouta-t-il, en me remettant sa carte, voici mon adresse. Je vous en prie, venez me voir. Eh bien, j'en ai été charmé, pour ses manières pleines de bienveillance. On aurait dit qu'il avait réellement connu notre Tiny Tim, et qu'il le regrettait comme nous. Je suis sûre qu'il a un bon cœur, dit madame Cratchit. Vous en seriez bien plus sûre, ma chère amie, reprit Bob, si vous l'aviez vu et que vous lui eussiez parlé. Je ne serais pas du tout surpris, remarquez ceci, qu'il trouvât une meilleure place à Pierre. Entendez-vous, Pierre, dit madame Cratchit. Et alors, s'écria une des jeunes filles, Pierre se mariera et s'établira pour son compte. Allez vous promener, reprit Pierre en faisant une grimace. Dame, cela peut être ou ne pas être. L'un n'est pas plus sûr que l'autre, dit Bob. La chose peut arriver un de ces jours, quoique nous ayons, mon enfant, tout le temps d'y penser. Mais de quelque manière, et dans quelque temps, que nous nous séparions les uns des autres, je suis sûre que pas un de nous n'oubliera notre pauvre Tiny Tim. N'est-ce pas? Nous n'oublierons jamais cette première séparation. Jamais, mon père, s'écrièrent-ils tous ensemble. Et je sais, dit Bob, je sais, mes amis, que quand nous nous rappellerons combien il fut doux et patient, quoique ce ne fût qu'un tout petit enfant, nous n'aurons pas de querelle les uns vers les autres, car ce serait oublier notre pauvre Tiny Tim. Non, jamais, mon père, répétèrent-ils tous. Vous me rendez bien heureux, dit Bob. Madame Cratchit l'embrassa. Ses filles l'embrassèrent. Les deux petits Cratchit l'embrassèrent. Pierre et lui se serrèrent tendrement la main. Spectre, dit Scrooge, quelque chose me dit que l'heure de notre séparation approche. Je le sais, sans savoir comment elle aura lieu. Dites-moi quel était donc cet homme que nous avons vu gisant sur son lit de mort. Le fantôme de Noël futur le transportait comme auparavant dans les lieux où se réunissaient les gens d'affaires et les négociants, mais sans lui montrer son autre lui-même. À la vérité, l'esprit ne s'arrêta nulle part, mais continua sa course directement comme pour atteindre au plus vite son but, jusqu'au moment où Scrooge le supplia de s'arrêter un instant. Cette cour, dit-il, que nous traversons si vite, est depuis longtemps le lieu où j'ai établi le centre de mes occupations. Je reconnais la maison. Laissez-moi voir ce que je serai un jour. L'esprit s'arrêta. Sa main désignait un autre point. Voici ma maison, là-bas, s'écria Scrooge. Pourquoi me faites-vous signe d'aller plus loin? L'inexorable doigt ne changeait pas de direction. Scrooge courut à la hâte vers la fenêtre de son comptoir et regarda dans l'intérieur. C'était encore un comptoir, mais non plus le sien. L'ameublement n'était pas le même. La personne assise dans le fauteuil n'était pas lui. Scrooge le rejoignit
et tout en se demandant pourquoi il ne se voyait pas là, et ce qu'il pouvait être devenu, il suivit son guide jusqu'à une grille de fer. Avant d'entrer, il s'arrêta pour regarder autour de lui. Un cimetière, ici. Sans doute, gît sous quelques pieds de terre le malheureux dont il avait appris la mort. L'esprit debout, au milieu des tombeaux, en désigna un. Scrooge s'en approcha en tremblant. « Avant que je fasse un pas de plus vers cette pierre que vous me montrez, lui dit-il, répondez à cette seule question. Tout ceci, est-ce l'image de ce qui doit être ou seulement de ce qui peut être ?» L'esprit, pour toute réponse, abaissa sa main du côté de la tombe près de laquelle il se tenait. Quand les hommes s'engagent dans quelque résolution, elle leur annonce certains buts qui peut être inévitable. S'ils persévèrent dans leur voie, mais s'ils la quittent, le but change. En est-il de même des tableaux que vous faites passer sous mes yeux ? Et l'esprit demeura immobile, comme toujours. Scrooge se traîna vers le tombeau, tremblant de frayeur, et suivant la direction du doigt. Il lut sur la pierre d'une sépulture abandonnée son propre nom, Ebenezer Scrooge. « C'est donc moi qui suis l'homme que j'ai vu gisant sur le lit de mort ?» s'écria-t-il et tomba à genoux. Le doigt du fantôme se dirigea alternativement de la tombe à lui et de lui à la tombe. « Non, esprit, oh non, non !» Le doigt était toujours là. « Esprit !» s'écria-t-il en se cramponnant à sa robe. « Écoutez-moi, je ne suis plus l'homme que j'étais. Je ne serai plus l'homme que j'aurais été si je n'avais pas eu le bonheur de vous connaître. Pourquoi me montrer toutes ces choses ? Il n'y a plus aucun espoir pour moi ?» Pour la première fois, la main parut faire un mouvement. « Bon esprit, » poursuivit Scrooge, toujours prosterné à ses pieds, la face contre terre. « Vous intercédez pour moi, vous aurez pitié de moi. Assurez-moi que je puis encore changer ces images que vous m'avez montrées, en changeant de vie. » La main s'agita avec un geste de bienveillance. « J'honorerai Noël au fond de mon cœur, et je m'efforcerai d'en conserver le culte toute l'année. Je vivrai dans le passé, le présent et l'avenir. Les trois esprits ne me quitteront plus. Je ne veux pas oublier leurs leçons. Oh, dites-moi que je peux faire disparaître l'inscription sur cette pierre. » Dans son angoisse, il saisit la main du spectre. Elle voulut se dégager, mais il la retint par une puissante étreinte. Toutefois, l'esprit, plus fort encore cette fois, le repoussa. Levant les mains dans une dernière prière, afin d'obtenir du spectre qu'il changeât sa destinée, Scrooge aperçut une altération dans la robe à capuchon de l'esprit, qui diminua sa taille, s'affaissa sur lui-même et se transforma en une colonne de lit.